Bonjour à tous et merci aux ZEC de nous accueillir et à vous de nous écouter pour cette dernière présentation avant la pause. Arnaud Claverel et moi-même travaillons tous les deux chez Arcora et nous souhaitons vous exposer aujourd'hui ce qu'est pour nous une enveloppe décarbonée et ce qu'Arcora met en place pour y arriver. Avec notamment, on en parlera plus à la fin, mais la mise à disposition d'un outil d'aide à la conception décarbonée qu'on souhaite donc mettre en ligne pour l'ensemble, enfin pour vous tous, dans l'idée de mobiliser la filière sur le sujet. Donc, nous sommes en 2022, comme ça a été bien présenté en introduction. Il nous faut prendre un virage, le bon virage, au bon moment, pour éviter la sortie de route, un tournant vers la sobriété, vers la décarbonation, tout en gardant bien en tête les problématiques d'efficacité énergétique qui nous ont tant occupés ces dernières années. Voilà, c'est nous, tous peut-être, dans la voiture. Un virage un peu brutal qui nous fait sortir de notre zone de confort et qui, quelque part, nous porte un petit peu vers l'inconnu. Mais en même temps, finalement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire puisque les métiers de la façade ont toujours été amenés à s'adapter aux nouveaux standards et à anticiper les changements. Voilà, donc ça nous pose un petit peu aussi la question de ce que sera notre métier dans 10 ans. Et d'ailleurs, est-ce que ce métier existera toujours? Donc, en lien avec l'évolution à venir de nos métiers, on voulait vous parler ici un petit peu d'Arcora, de ce qu'est Arcora, par le biais des projets qu'elle a traités depuis plus de 45 ans maintenant. Donc, au départ, des solutions d'enveloppe originales, plutôt orientées sur des grands programmes, donc des halls de gare, des stades, des salles de spectacle. Ensuite, dans les années 90, arrivent les façades à proprement parler pour Arcora, qui deviennent de plus en plus techniques, de plus en plus vitrées, avec par exemple le verre agrafé qu'a mentionné Arep. Dans les années 2000, Arcora travaille sur des projets de plus grande envergure, donc des tours à la défense, qui nous amènent à réfléchir sur les contraintes de préfabrication et aussi sur les exigences de performance qui sont de plus en plus importantes, notamment la performance thermique. 2010, des conceptions un petit peu plus différenciées suivant les orientations, avec l'arrivée de nouveaux matériaux, comme par exemple le BFUP et la tour La Marseillaise de Jean Nouvel, qu'on voit au milieu à gauche dans les références. Et maintenant, donc, le grand défi de la conception décarbonée, que nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de le relever, aussi par l'utilisation de nouveaux matériaux, donc au bon endroit, de nouvelles techniques constructives, comme par exemple les façades de bois du bâtiment Enjoy sur la Clichy-Batignolles avec Baumschlager et Berlay, mais aussi une massification de la rénovation avec la référence ici du bâtiment Landscape, donc la restructuration des tours Pascal à La Défense avec Dominique Perrault. L'endroit dans lequel nous sommes, la station F aussi, pourrait figurer sur cette mosaïque, puisqu'il s'agit d'une restructuration patrimoniale que nous avons réalisée en 2014. C'est un ancien dépôt de train de la SNCF avec l'agence Villemotte. Donc, on représente, vous l'aurez compris, une équipe de plus de 46 personnes. Et on s'autorise aussi, en plus de la production pure, à faire un petit pas de côté, nous aussi, par le biais de ce qu'on appelle le lab.
Donc, le lab, c'est un petit peu la forme actuelle de la démarche d'innovation qui fonde l'état d'esprit d'Arcora. C'est donc un endroit qui nous permet de répondre de la façon la plus pertinente possible aux questions qu'on nous pose, bien sûr, mais aussi de prendre un peu de recul, d'essayer de comprendre ce qui a du sens, ce qui s'annonce. Euh, voilà, Arcora investit fortement dans ce lab puisque plus de 5% de son chiffre d'affaires est investi dans la recherche et développement par le biais de thèses, par le biais de stages, par le biais de dépôts de brevets. Et c'est notamment permis par notre appartenance au groupe Ingérop qui nous aide beaucoup là-dessus. Donc, en plus de toutes les lignes de recherche sur l'efficacité énergétique, sur la physique des matériaux, on travaille notamment sur les sujets de végétalisation des enveloppes avec un partenariat avec la start-up Urban Canopé sur tous les matériaux biosourcés, géosourcés, notamment les sujets de transfert d'hygrothermie. Et puis, sur l'image de droite, sur les alliages à mémoire de forme, qui ont été magnifiquement présentés par Built, avec ici un brise-soleil, donc un développement de produit qui est issu d'une thèse avec le laboratoire Navier de l'école des ponts et chaussées sur le campus, vous pouvez voir ce conteneur. Donc un brise-soleil qui est actionné sans moteur et qui capte aussi de l'énergie. Le lab nous sert aussi à explorer toutes les questions autour de l'empreinte environnementale des matériaux de construction. C'est un sujet qu'on explore depuis 7 ans maintenant chez Arcora. On a voulu représenter ici un peu la diversité des études qui ont été menées sur ce sujet. Elle s'est traduite de différentes manières, à la fois à travers de guides de conception pour les équipes au jour le jour pour un peu améliorer nos conceptions, la mise en place d'outils et d'une base de données propre qui vit depuis cette année. Enfin, on a aussi identifié des leviers en fouillant la question des matériaux biosourcés et géosourcés, du réemploi, où on a participé à la rédaction d'un MOOC avec l'ICEB, réemploi matière à bâtir. Enfin, plus récemment, donc, nos outils ont beaucoup évolué, notamment avec l'intégration du calcul dynamique lié à la RE 2020 et tout récemment avec l'évaluation carbone paramétrique et 3D qu'on va vous présenter un peu plus tard. On participe aussi avec le hub des prescripteurs bas carbone au brief façade qui a été présenté tout récemment, qui permet de donner des ordres de grandeur de bois carbone pour nos façades. Donc là-dessus, si on s'interroge sur un bâtiment de bureau, quel est son poids carbone? Donc ça ici, c'est pour les produits de construction uniquement. On ne regarde pas la partie exploitation énergétique. On voit que le lot façade représente 17% de l'ensemble de l'empreinte des matériaux de construction d'un bâtiment. Ici à droite, on a positionné aussi les futurs seuils de l'ARE 2020 qui entre en vigueur la semaine prochaine pour les immeubles de bureaux tertiaires. On voit ici donc son évolution pour les 10 prochaines années. Et ce qu'on comprend, c'est que l'effort va être énorme pour l'ensemble des lots et la façade aura son chemin à faire. Et la manière qu'on a de travailler, l'écriture architecturale va être drastiquement marquée, à notre sens, par une évolution liée à cette prise de conscience. Enfin, si on se projette aussi sur la question de la rénovation, qui à notre sens est primordiale pour les années à venir, on sait qu'inévitablement, la part du lot façade va dépasser les 20%, et il y a un vrai enjeu à aussi concevoir une rénovation qui soit aussi bas carbone. Donc, quand on se pose la question, quel est le poids carbone du lot façade, il y a différents paramètres qui entrent en jeu. Il va y avoir la compacité, la volumétrie du bâtiment, inévitablement à prendre en compte dès les premières phases de conception. Et ensuite, il va aussi y avoir ma façade, comment est-elle faite, quel ratio opaque vitré, quel matériau entre dedans, quel mode constructif.
Et là, par exemple, donc on a pris différents exemples de projets entre le siège du Monde, qui m'a occupé pas mal d'années, Enjoy à Clichy, et enfin, bâtiment présenté déjà par précédemment Opalia avec Art Bult. Si on souhaite mettre un poids carbone sur ces différentes façades, on est très vite confronté à une difficulté pour évaluer et trouver une donnée environnementale qualitative. Et ce manque de qualité de la donnée environnementale peut se traduire de différentes manières. Tout d'abord, un manque de précision ici. Est-ce que ma donnée environnementale correspond à une façade générique avec un ratio assez flou de proportion opaque vitrée? Est-ce que, j'ai une donnée vraiment exacte? Est-ce que le châssis que j'ai déclaré contient un vitrage avec la bonne composition qui correspond à mon projet, avec ses verres feuilletés, son épaisseur, etc. Aussi la complétude, quand je vais déclarer un bardage, est-ce que je suis sûr de ne pas avoir oublié, par exemple, un système de support qui le reliait aux gros œuvres? Donc, on va vous présenter sur 3 topics cette variabilité qu'on peut avoir en regardant un peu en détail les matériaux. Et à notre sens, c'est vraiment important aussi de rentrer dans cette précision-là pour être sûr que pour l'ensemble, ce soit quelque chose de partagé, compris, et qu'on ne se dise pas c'est une donnée floue, qu'on ne comprend pas trop et qui nous dépasse un peu. Donc tout d'abord, concernant l'aluminium, le poids de carbone d'un kilogramme d'aluminium peut énormément varier en fonction de l'histoire de ce produit. Par exemple, en fonction du lieu de production, au niveau mondial, un kilogramme d'aluminium va avoir une empreinte de 16 kilos équivalent de CO2, ce qui est quand même quelque chose qui cela varie énormément en fonction du mix énergétique et des façons de faire de chaque région du monde. Si on regarde par exemple la consommation en Europe, on voit que ces valeurs-là sont inférieures à 9 kilos, il y a déjà un beau gap. Et ensuite, sur la production qui est faite en Europe, on est inférieur à 7 kg de CO2 par kilogramme d'aluminium. Enfin, on voit dans l'industrie du monde de l'aluminium l'idée du carbone bas carbone avec différents produits proposés par les grands fournisseurs d'aluminium avec une valeur qui ressort autour de 4 kg de CO2 par kilogramme d'aluminium. Cela est dû à un mix énergétique moins carboné et aussi à l'intégration de plus en plus importante d'aluminium recyclé qui permettrait théoriquement d'arriver à un poids de 1 kg de CO2 par kilogramme d'aluminium. On voit qu'on a un rapport énorme entre une moyenne mondiale et qu'est-ce qu'on pourrait optimiser au mieux. Et pourtant, l'élément d'aluminium sera toujours le même, à peu près similaire à ce qu'on peut voir là-haut dans tous les cas. Aussi, concernant les vitrages, on a fait ce graphe qui permet de classer les données disponibles sur la base Ignace pour des simples, doubles ou triples vitrages, avec différentes couleurs pour arriver à lire un peu tout ça. On a tracé donc le poids carbone de ces vitrages en fonction de l'épaisseur totale de vitrage, de verre. On voit qu'on a une corrélation directe entre les millimètres de verre qu'on va avoir et le poids carbone associé. On va avoir ensuite une variabilité en fonction des traitements du verre, s'il est trempé, feuilleté, multifeuilleté, etc. Et on voit qu'il est tout de même important de savoir si entre le double vitrage le plus performant, situé aux alentours de 40 kg de CO2 par mètre carré, et ce situé bien plus haut, à un peu en dessous de 150, on a une énorme variabilité. Il est important de pouvoir rentrer quand même dans cette précision-là pour avoir une conception au plus juste. Enfin, de la même manière, sur les bardages, on a tracé ce graphe représentant en fonction des différentes natures de bardage, un bardage en bois, bardage métallique, basé sur des éléments verriers ou des matériaux, des parements minéraux. On a préféré mettre des fourchettes de valeur, étant donné qu'on a une forte variabilité en fonction de la largeur, de la définition précise de nos éléments. Une épaisseur de tôle de 5 dixièmes ou de 30 dixièmes, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Donc, d'où l'idée pour nous de raisonner sur ces grands éléments-là. Simplifier le réel. Donc, on l'a vu avec Arnaud, donc une compréhension fine de chacun des composants est indispensable, mais dans une façade, tout est imbriqué et finalement, notre unité fonctionnelle à nous, c'est 1 mètre carré de quelque chose qui étanche, qui isole accessoirement, qui se porte. Alors la démarche d'Arcora,
un petit peu présenté par Arnaud, c'est l'idée de dire que pour pouvoir optimiser l'impact carbone, il faut être en mesure de quantifier finement les choses et aussi de les quantifier rapidement de manière à intervenir le plus en amont possible du projet et avoir les grandes masses où travailler avec les nouvelles règles du jeu de l'ARE 2020. Donc, l'idée d'Arcora de mettre les projets qu'elle conçoit sur une frise carbone, c'était d'abord une idée pour avoir des ordres de grandeur. Alors, on aurait bien du mal à mettre une image sur chacun de ces petits points, puisque toutes les façades présentent une grande richesse architecturale, on l'a vu dans les références. Néanmoins, on peut essayer de classer les choses en structurant par mode constructif, par exemple, ici les murs rideaux, et avec des sous-catégories, murs rideaux alu, double pot, et murs rideaux bois alu. Si on s'amuse maintenant à mettre le seuil RE 2020 tertiaire, donc qui s'applique dès la semaine prochaine, sur ce graphe, on se rend compte que certaines typologies sont plus difficiles à mettre en œuvre, mais restent néanmoins possibles. Voilà, moi, sous certaines conditions et avec parcimonie. Alors, ouais, ce seuil, pour placer ce seuil sur cette frise-là, qui exprime un impact carbone par mètre carré de façade, on a été obligé de prendre une hypothèse de compacité. Donc, on a pris la compacité moyenne observée sur nos projets récents, mais aussi la compacité minimale et la compacité maximale pour donner une idée de la variabilité de ce seuil. Et voilà, maintenant, si on place les données dont on dispose sur la base Ignace aujourd'hui pour décrire un mur rideau, alors sans protection solaire, hein, simplement un mur rideau, on se rend compte de la nécessité d'être en mesure de modéliser finement les choses pour identifier les leviers. Alors pour cela, nous avons développé donc un outil qui s'appelle ECAL, pour évaluation carbone de l'enveloppe, qui est un outil 3D paramétrique qui nous permet d'avoir très rapidement l'impact carbone des façades qu'on conçoit et qu'Arnaud va vous Oui, présenter. donc comme disait Maria, donc c'est un outil en ligne, un outil 3D et paramétrique permettant de décrire notre façade élément par élément. C'est-à-dire, je vais pouvoir décrire mon vitrage, ma partie opaque, ma menuiserie, la protection solaire qu'il intègre. On se base au maximum sur les données disponibles sur la base Ignace, notamment pour les vitrages, comme on a pu le voir plus tôt. Et lorsqu'on manque un peu de données précises, unitaires, on se permet de faire appel à des bases de données européennes. Donc aussi, on tenait à faire un appel à tous les fabricants et industriels de l'importance de produire une donnée environnementale et une donnée environnementale unitaire et paramétrable pour pouvoir comparer assez finement et ne pas rester sur, on préférera avoir 1 mètre linéaire de menuiserie plutôt que 1 mètre carré d'une façade avec le flou qu'il peut y avoir autour sur les autres composants qui l'entourent. Donc, notre outil va faire la somme de l'ensemble de ces composants, prendre en compte leur renouvellement sur la durée de vie de 50 ans prise pour un bâtiment, durée de vie théorique. C'est-à-dire que le vitrage sera renouvelé au bout de 30 ans, par exemple, la protection solaire au bout de 10 ou 20 ans, et va faire son bilan sur les 50 ans pour pouvoir comparer un peu tous les modes constructifs, faire varier paramètre par paramètre afin d'optimiser et de réduire l'impact de nos conceptions. Voici donc un petit aperçu de l'outil qui sera en ligne. Alors, on vous montre une maquette de la version anglaise, puisqu'on s'est dit pourquoi pas faire profiter de la filière au-delà des frontières. Donc, sur la même logique de ce qu'on a présenté, on choisit un mode constructif. Ça peut être façade ossature bois, châssis, mur rideau, une géométrie. Avec une interface 3D, on arrive à voir en temps réel à quoi ressemble cette géométrie. Et ensuite, on associe à chacun des composants générés par cette géométrie un matériau, une nature. Et on arrive à voir donc en temps réel l'impact carbone par mètre carré de façade
et également le ratio vitré, puisque c'est un élément qui est important. Donc, cette version en ligne, on la mettra dans sa version simplifiée dès début septembre, ecal.io. Et on vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à venir la bêta tester en nous envoyant un mail ou en flashant le QR code si vous y arrivez. Ce sera un bêta test qui aura lieu cet été et vous pourrez exprimer à ce moment-là vos éventuels besoins pour la suite de cette. Voilà. En conclusion, à notre sens, le rendez-vous pour l'action climatique sera réussi uniquement si la RE 2020 n'est pas vue comme une contrainte subie et floue, peu compréhensible pour les professionnels du monde du bâtiment. Donc pour nous, on souhaite que ECAL soit un outil simple, ludique, accessible à tous, afin de pouvoir concevoir des projets partagés, que chacun soit capable de comprendre un peu finement pourquoi on arrive à un tel poids carbone et comment optimiser ça. À notre sens, l'impact carbone des matériaux est voué à être un paramètre de conception au même titre que la performance énergétique, l'économie de projet ou la pérennité de nos matériaux et à toutes les phases d'un projet. Enfin, concernant la question sur quels seront nos métiers dans 10 ans, est-ce qu'ils existeront toujours? À notre sens, ils existeront bien toujours, mais ils vont se réinventer autour de nouvelles thématiques comme la maîtrise technique des nouveaux modes constructifs, l'intégration du réemploi et le grand défi de la rénovation énergétique et bas carbone. Voilà pour notre présentation et cette présentation de ce nouvel outil. Merci beaucoup.